Et nous allons commencer donc. Continuez à inviter, continuez à inviter, continuez à inviter et nous commençons. Alors, j'ai entrepris ce jour, un instant s'il vous plaît, de m'intéresser à la question de Ngarbou à la suite du rapport d'enquête du gouvernement qui avait été commandé par le gouvernement suite à ce que nous pouvons appeler les massacres de Ngarbou, que certains veulent appeler des incidents, parce qu'il y a des mots, hein. Quand on dit incident, on a comme l'impression que c'est quelque chose de banal. Voilà, donc il faut utiliser les mots qu'il faut. Comme on entend certaines personnes parler de bavure, les bavures de Ngarbou, une expression qui n'existe pas dans ce domaine-là, dans le domaine militaire, les bavures militaires. J'ai rarement entendu parler de bavures militaires. On parle de bavures policières, mais les bavures militaires, je ne sais pas où on les trouve. Bon, voilà, on va le démontrer que l'expression bavure militaire n'existe pas en droit. Bavure policière, bavure militaire, ça c'est un langage pour essayer de relativiser ce qui s'est passé. Alors que là, il s'agit de la mort officiellement, d'après ce rapport, de la mort de 10 enfants et de 3 femmes, 3 mamans. Et parmi ces femmes-là, certaines ou une serait enceinte. Alors, donc quand j'ai pris ce rapport, je l'ai lu, je vais vous le dire, j'ai été choqué. J'ai été choqué. S'il vous plaît, vous qui parlez de volume, augmentez les volumes de vos téléphones. Je crois que... Augmentez les volumes de vos téléphones, s'il vous plaît. Le mien, il est au maximum. Donc, si vous avez des problèmes d'écoute, augmentez les volumes de vos téléphones. Je ne vais pas crier. Je parle déjà assez fort. Voilà. Donc, non, augmentez vos volumes. Mon volume, il est magnifique. Je crois que mon volume est magnifique. Alors, tout le monde me parle de volume. Volume, volume, volume. Bon, alors, est-ce qu'il y a certaines personnes vous me suivez normalement et très bien? Comme ça, vous signalez. Là, on comprendra que c'est un problème de téléphone. Parce que moi, j'ai mis mon téléphone au maximum. Donc, dites-moi si le volume est bon. Voilà. Voilà, le volume est bon. Voilà, le volume est bon. Oui, ben, très bien. Bon, non, ça dépend de vous, hein. Mon volume, il est bon. Et il y a d'autres personnes qui m'écoutent. Si mon volume n'était pas bon, tout le monde ne m'aurait pas écouté. Voilà. Donc, essayez de régler vos téléphones. Parfois, il faut éteindre vos téléphones, vous rallumer. Ou alors, je ne sais pas comment vous faites souvent. Parce que moi, je crois que le volume est assez bon. Voilà. Je vois la 10 sur 10. Et d'autres personnes me disent que ce n'est pas 10 sur 10. 5 sur 5. Voilà, c'est bon. Voilà. Le volume est parfait. Voilà. Et mon frère Eddy, augmente ton volume. Parce que tout le monde dit que la plupart des personnes disent que le volume est très bon. Donc, augmentez vos volumes. Il y a aussi d'autres personnes, vous suivez un débat, vous êtes à côté du téléviseur de chez vous et vous voulez écouter tout à la fois. Ce n'est pas un téléviseur. Ok. Alors, je vais revenir au sujet. Je disais que quand ce rapport du gouvernement est sorti, j'ai été choqué. J'ai été choqué et je vais donner des raisons pour lesquelles j'ai été choqué. Je me suis rendu compte que dans notre pays, c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Que dans notre pays, on protège toujours les forts, les puissants. On prend soin d'eux. Les faibles, on s'en fout de leur vie, de leur sort. Et je l'ai constaté encore aujourd'hui, lorsque les communicateurs de tous bords, certainement du gouvernement ou du parti au pouvoir, sont arrivés dans les médias en essayant de relativiser,
en essayant de dire que bon, oh, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Et j'ai suivi un député après avoir dit tant d'inepties, si vous me permettez de dire ça d'un élu du peuple. Dire à la fin, oui, nous adressons des condoléances aux familles du bout des lèvres, par conformisme. Or, il s'agit là d'une situation très grave, d'une situation préoccupante, de la mort de 10 enfants. 10 enfants, des enfants à bas âge, et de leur maman, qui ont perdu la vie, des civils. Et cette façon de relativiser cette situation m'a outré. Et je ne suis pas seul. Ceux qui ont suivi, qui ont vu ces personnages, qui parlaient, qui défendaient, qui essayaient de protéger les forts au détriment des faibles. Parce qu'ils ne courent aucun risque en sacrifiant les faibles. Mais par contre, ils auront un avantage, des avantages matériels, des hommes de chair. Parce que ceux qui sont bien placés pourront leur donner des petits marchés, des petites faveurs matérielles. Alors, ils sont prêts à vendre, comme je dis souvent, leur âme au diable. Voici une situation. Des jeunes soldats camerounais sont envoyés en mission. Ils commettent de l'irréparable, un acte abominable. Et tout ce qu'on fait, on les condamne. On trouve que c'est eux les coupables, les seuls coupables, dit-on, pour violation de consigne. Pour être plus précis, comme je l'ai dit, c'est une plaidoirie devant le tribunal du peuple. Invitez donc le peuple camerounais, invitez. C'est une plaidoirie devant le peuple camerounais. Parce que le peuple est souverain. Et la justice officielle, institutionnelle, n'est rendue qu'au nom du peuple camerounais. Donc le tribunal, c'est le peuple camerounais. Et devant ce tribunal, le tribunal de la vérité, parce que la vérité est du côté du peuple. Devant ce tribunal, je viens donc plaider, pas pour les, comment je dirais, pour les innocentés, les jeunes militaires camerounais, mais tout simplement pour établir les véritables responsabilités dans ce qui s'est passé en Gbagbo. Tout autant sur le plan juridique que sur le plan politique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais lire pour commencer, pour situer les uns et les autres sur les faits. Je vais donc lire le communiqué de monsieur le secrétaire général à la présidence de la République qui faisait état de ce qui était contenu dans le rapport qui avait été rédigé à la suite de l'enquête qui avait été commandée par le chef de l'État. Communiqué, présidence de la République. À la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020, dans la localité de Gbagbo et en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Voilà. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, a mis sur pied, en date du 17 février 2020, une commission d'enquête mixte avec pour mission 1. De faire la lumière sur les circonstances de la survenue des 10 événements. 2. D'établir les responsabilités des différents acteurs. Placé sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale et présidé par un magistrat militaire. La commission d'enquête était composée d'officiers des armées et de la gendarmerie nationale.
à titre exceptionnel, la commission d'enquête a fait appel au service des observateurs suivants. Monsieur Shemuta Divine Banda, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Monseigneur Joseph Nko, évêque du diocèse de Kumbo. Monsieur Amadou Baba Saleh, imam de la mosquée centrale de Ntumba. Madame Mi Babiana, épouse d'Ingambon, Chief Executive Officer de l'organisation non gouvernementale Bidoulem Humanitarian Association of Peace and Hope. Monsieur Chemui Chrysanthus Chou, secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour le Nord-Ouest. D'ordre du chef de l'État, la participation de l'Organisation des Nations Unies aux travaux de la Commission a été sollicitée. Y faisant suite, les Nations Unies ont promis un appui technique auquel la justice camerounaise, désormais en charge du dossier, pourra recourir en tant que de besoin. La commission d'enquête a procédé à des descentes sur le terrain à Bamenda, Kumbomba, Nkambe, Ntumbo et Ngarbou, où elle a effectué différentes constatations, collecté et analysé les indices, recueillis des témoignages qui lui ont permis de reconstituer le déroulement des événements tragiques. Au terme de ces travaux, la commission d'enquête a abouti aux conclusions suivantes. Les faits. Le village Ngarbou, situé dans l'arrondissement de Ndou, département de Ndongamantoum, région du Nord-Ouest, était devenu un centre de regroupement des terroristes sécessionnistes et un pôle logistique de ravitaillement en armes, munitions et combustibles des groupes sécessionnistes situés dans le département de Mbui et une partie dans le département du Ngok et Tunda. Ces terroristes se livraient à des exactions diverses contre les populations locales, vol de bétail, viols, agressions, etc., qui justifiaient une intervention des forces de défense et de sécurité aux fins de protéger ces dernières. Pour ce faire, une mission de reconnaissance a été autorisée le 12 février 2020 par le chef de bataillon Nyangono Zé Charles-Éric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM de Nkambe, le sergent Baba Guida, chef du groupe mixte de Ntumbo, la conduisait. Le détachement a quitté la base de Ntumba le 13 février 2020 à 22 h avec un effectif de 3 militaires et de 2 gendarmes. Au cours de la progression, le chef de détachement a pris l'initiative de se faire accompagner par 17 membres d'un comité de vigilance locale. À l'entrée du village Ngarbou, le groupe s'est séparé en 2 équipes pour ratisser les quartiers Ngarbou 2 et Ngarbou 3. Arrivé dans le quartier de Ngarbou 3, lieu de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Baba Guida est composée du gendarme Sanding Cyril, du soldat de première classe Aranga et de 10 membres du comité de vigilance, a donné l'assaut sur la base des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan de la zone. Après des échanges de tirs, au cours desquels 5 terroristes ont été abattus et plusieurs armes saisies, le détachement a découvert que 3 femmes et 10 enfants ont péri du fait de son action. Pris de panique, les 3 militaires, aidés par certains membres du comité de vigilance, ont tenté de masquer les faits par des incendies. Revenu en Tumbo, le sergent Babangida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé, compte rendu sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Au plan des responsabilités, la commission a établi que le chef de bataillon Nyangonoze Charles Éric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM, connaissant pourtant la sensibilité de la zone de Ngarbou, où existent de vives
où existe de vives tensions intercommunautaires, souligné, n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Le sergent Babangida a associé des civils armés à une opération militaire, n'a pas maîtrisé ces hommes au cours de la dite opération, a ordonné l'incendie de maisons et volontairement travesti le compte rendu de l'opération et de son bilan. Le gendarme 110 Cyril a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies des maisons. Le soldat de première classe, Aranga, a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Les 10 membres du comité de vigilance engagés en Garbou 3, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le président de la République, ayant pris connaissance du rapport de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. L'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le chef de bataillon Nyangonose Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM, et tous les militaires ayant participé à l'opération de Garbou. L'arrestation du sergent Babangida, du gendarme 110 Cyril et du soldat de première classe Aranga Gilbert, ainsi que des 10 membres du comité de vigilance impliqués dans les événements tragiques de Garbou et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. L'exhumation des corps des victimes, le recensement des ayants droit, le renforcement de la sécurisation. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, le rapport qui nous situe dans les faits. Ce rapport nous dit que suite à des informations, l'armée a décidé, les chefs militaires ont décidé d'envoyer leurs éléments dans le village Ngarbou pour sécuriser les populations. Ils appellent ça une mission de reconnaissance. Il était 22 heures. Arrivé sur les lieux, il y a eu donc des échanges de coups de feu entre ces soldats et les terroristes. Et c'est bien après que les militaires vont se rendre compte qu'il y a des morts civiles, dont 10 enfants et 3 femmes. Au lieu de faire constater cela à la hiérarchie, alors hiérarchie, ces militaires-là ont décidé de mettre le feu aux maisons. Et un détail très important, ou alors qui sera d'ailleurs déterminant, c'est que ces gendarmes, ces militaires, ces soldats, appelons-les comme ça, ont requis des civils constitués en comité d'autodéfense ou de vigilance pour aller, je ne sais pas très bien, parce qu'on leur répond, on ne sait pas ce qu'ils allaient faire avec eux. Ils sont arrivés sur les lieux et ils ont tué 5 terroristes, 10 femmes, 10 enfants et 3 femmes. Et dans ce rapport, on nous dit qu'il y avait dans cette zone, dont l'État ou alors l'armée savait que dans cette zone, il y a des conflits intercommunautaires. Nous n'allons pas chercher midi à 14 heures. Nous savons tous qu'il y a un conflit entre l'ethnie Bororo et les tribus anglophones au sens d'autochtones, si on peut le dire, parce que ces Bororo-là, d'origine, ils viennent du nord. Donc, il y a un conflit là-bas, intercommunautaire, entre ce groupe tribal Bororo et des populations de Ntumbo, de Ngarbou, de Dongamantoum. On a toujours vu des vidéos où ces populations Bororo-là,
les Fulani se regroupent pour faire la guerre, pour se constituer en autodéfense. On les a d'ailleurs vus, souvent accompagnés des militaires. On les a vus accompagnés des militaires. S'il vous plaît, envoyez des j'aime. Ceux qui envoient des têtes de mort, je vais vous bloquer. Alors, je vais vous bloquer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on contrôle ceux qui envoient des têtes de mort là. Je vais vous bloquer, monsieur. Vous serez bloqué. Envoyez des j'aime parce qu'ils veulent couper. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Donc, s'il vous plaît, envoyez des j'aime, envoyez des cœurs maximum. J'ai demandé aussi que vous invitiez nos militaires, des autorités civiles à venir suivre parce que ce sera très riche. C'est très très riche. Donc, il y a donc un conflit tribal dans cette zone. Et on nous apprend que les militaires ont recouru à cette communauté, à cette autre communauté que le gouvernement essaie d'éviter, d'éluder, de donner la nature. Il s'agit de quelle communauté? Ils reconnaissent qu'il y a un conflit intercommunautaire, c'est dit dans le rapport, mais ils ne veulent pas dire s'il s'agissait du groupe Fulani qui allait attaquer les habitants de Ndonga-Mantoum. Parce que nous avons vu bien après, il y a un reportage où des populations Fulani s'exprimaient par rapport à ce qui s'est passé en Garbou. Le préfet avait été en visite là-bas. Nous avons vu cela. Donc nous savons très bien ce qui s'est passé là-bas. On n'est pas en train de mettre le feu entre les communautés, mais ça s'est passé parce que le gouvernement reconnaît qu'il y a des conflits intercommunautaires là-bas et que des comités d'autodéfense certainement d'un groupe ont accompagné l'armée pour aller commettre ces exactions. Ça, c'est un fait. Je vais maintenant faire une analyse d'abord sur la forme, et même pas seulement la forme, mais sur cette enquête. Nous voyons des militaires. L'armée est accusée. Quand on accuse l'armée, on accuse la chaîne de commandement. Quand on dit que les militaires ont commis des actes, on accuse la chaîne de commandement. On dit que c'est l'armée. L'armée a commis des actes. Mais l'enquête qui est faite, elle est faite par l'armée. L'enquête qui est faite par l'armée. À l'intention du public camerounais pour informer ce qui s'est passé. C'est monsieur le secrétaire d'État à la gendarmerie qui coordonne l'enquête. Et les autres qui interviennent là, on les consulte à titre exceptionnel. Mais l'enquête, c'est une enquête militaire. Comment peut-on faire une enquête militaire alors qu'il est possible, dans le cadre des ordres qui sont donnés dans l'armée, que les chefs militaires ou les chefs en gradation, pas en grade, en gradation, c'est-à-dire le premier chef militaire au Cameroun, le chef de l'État, peut être concerné par cet ordre. Parce que voyez-vous au Cameroun, le ministre de la Défense du Cameroun, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, qui est ministre de la Défense. Le ministère délégué à la Défense est un service rattaché à la présidence. C'est un ministère, c'est pour ça qu'on parle de ministre délégué. Donc c'est la présidence de la République. Le ministre délégué au Cameroun, le ministre délégué à la Défense au Cameroun n'est pas le ministre de la Défense. Il est ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense. Donc il a un mandat, il agit par mandat. Donc le président de la République lui donne mandat. Donc quand on commet donc une enquête où les instructions peuvent venir du sommet, c'est-à-dire que du ministre de la Défense qui est le président de la République, des instructions peuvent venir du ministre délégué, peuvent venir du chef d'état-major de l'armée, peuvent venir des commandants, des colonels, de tous ceux qui sont dans la chaîne de commandement. Et c'est à ces autorités-là qu'on confie maintenant de faire l'enquête. Mais entre nous, vous pensez que ces personnes-là peuvent enquêter contre elles? C'est-à-dire que vous êtes parti dans un procès et c'est aussi vous le juge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le résultat est là. On voit que on coupe la chaîne de commandement à un certain moment. On accuse tout simplement les soldats qui sont allés sur le terrain.
Et c'est là où je trouve qu'il y a une injustice quelque part. Il y a une injustice, ça ne veut pas dire que ces militaires n'ont pas commis d'abomination. Il y a une injustice tout simplement parce que l'enquête qui est faite par des personnes qui elles-mêmes peuvent être accusées dans le cadre de cette affaire. Parce que voyez-vous, dans l'armée, il y a l'ordre. D'où est venu l'ordre? Ce n'est qu'une enquête indépendante, une enquête hors réseau militaire qui peut établir où est venu l'ordre. Et on arrive à ce qu'on est en train de voir, des jeunes soldats qui sont sacrifiés. J'ai dit qu'ils sont jetés en pâture devant le tribunal militaire pour répondre des faits assez graves, qui sont tout simplement des faits de crimes de guerre et des faits de génocide. Et je vais m'expliquer sur la qualification des infractions tout à l'heure. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc ces jeunes-là, ces soldats, parce que vous voyez, un soldat de première classe, nous savons qu'ils sont recrutés très jeunes. Peut-être qu'il a moins de 25 ans, peut-être qu'il a 22 ans, peut-être qu'il a 19 ans. Le gendarme, le jeune gendarme, Sanding, peut-être qu'il a aussi 22 ans ou 23 ans, nous ne connaissons pas leurs âges, mais c'est un simple gendarme. C'est certainement un V. Donc c'est des enfants, même le sergent-chef. Sergent-chef, c'est tellement un jeune, c'est tellement qu'il a moins de 30 ans. Donc regardez donc ces jeunes-là auxquels on fait porter un seul lourd fardeau d'être aujourd'hui des génocidaires, d'être des criminels de guerre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que d'après les conventions internationales, la convention de Genève du 12 août 1949 et les protocoles additionnels de 1977, l'homicide involontaire, c'est-à-dire qu'au cours de la guerre, la destruction et l'appropriation des biens sont constitutifs des actes qualifiés de crimes de guerre. Et nous voyons aussi dans le déroulement des faits, nous voyons qu'ils se sont appuyés sur un repenti. Parce qu'on parle d'un repenti qui a indiqué, un terroriste repenti. Donc on y voit là aussi un autre cas d'ouverture ou un autre cas ou un acte de crime de guerre. Ça veut dire quoi? Le fait de contraindre un prisonnier ou une personne protégée à servir dans les armées ou dans votre armée qui était une puissance ennemie il y a quelque temps. Donc si vous arrêtez un prisonnier de guerre et que vous l'amenez à combattre avec vous contre son camp, son ancien camp, c'est un crime de guerre. Ou alors une personne protégée. Les repentis, il y a une loi au Cameroun, je crois un texte qui a été pris, ils sont en train d'être insérés. Et la réglementation internationale interdit qu'une personne qui est repentie puisse servir encore dans le champ d'opération. On ne peut pas utiliser un repenti, l'amener à trahir ses anciens compagnons de lutte. Parce que l'effet est négatif tout de suite. Beaucoup de repentis, beaucoup de personnes repenties qui vont se voir en train d'aller combattre leurs frères d'armes, leurs anciens frères d'armes, vont refuser, ils auront peur. Un repenti, c'est quelqu'un on veut laver, un désarmé qu'on est en train de réinsérer, c'est quelqu'un qu'on veut laver, qu'on veut nettoyer, on veut purifier et qu'on éloigne du champ de guerre. Comment se fait-il qu'on reprenne encore des repentis pour aider l'armée? Et ce n'est pas la première fois. Il y a un rapport du gouvernement, je ne sais pas quel événement. On avait parlé aussi sur, qu'est-ce qu'on avait dit là? Sur information d'un ancien repenti. Non, ça c'est très dangereux, c'est une violation. Et là, le faire, c'est une sorte de contrainte qui peut être morale, qui peut être physique.
Parce que le repenti n'est pas là pour donner des informations à l'armée pour aller combattre ses anciens camarades. Le repenti, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus être dans le champ de guerre. Donc c'est une affaire assez grave quand on voit cela. Donc là, nous avons des cas de destruction et d'appropriation des biens. Il s'agit là des crimes de guerre. Il s'agit là de crimes de guerre. Ces enfants qui ont posé ces actes sont passibles de crimes de guerre. Ils sont passibles de crimes de guerre. Et nous avons aussi des actes constitutifs de génocide. Pourquoi génocide? Au terme de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, il est dit que si l'un quelconque des actes ci-après est commis dans l'intention de détruire ou tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, meurtre des groupes, alors là, il y a génocide. Et là, qu'est-ce que nous voyons dans le rapport? Dans le rapport du gouvernement, nous constatons qu'on parle de conflits intercommunautaires existants, latents. Et on voit des civils qui vont avec cette armée pour aller faire la guerre contre un groupe opposé, qui forcément n'est pas de l'ethnie de ceux qui viennent attaquer, de ces civils qui accompagnent l'armée. Donc, il y a une volonté d'amener ces populations de cette tribu-là à aller tuer les autres parce qu'ils sont de l'autre tribu. Et c'est ça la définition type du génocide. Donc, ces jeunes enfants sont punissables de l'infraction de génocide. Et nous savons que les infractions de génocide, les infractions de crimes de guerre, sont des infractions qu'on dit imprescriptibles. Donc même après 30 ans, après 50 ans, ces jeunes-là pourront être poursuivis. Ils pourront être poursuivis pour ces faits. Donc il y a un problème à regarder cette enquête, à limiter cette enquête aux seuls 3 soldats. Et lorsque on établit des responsabilités en matière de crimes de guerre ou de génocide, on vérifie les responsabilités. On vérifie ceux qui ont posé l'acte sur le terrain et on vérifie ceux qui peuvent donner l'ordre ou qui donnent l'ordre ou qui sont susceptibles de donner l'ordre. Donc, on regarde la chaîne de commandement. On ne s'arrête pas à regarder ceux qui ont commis les actes parce que dans l'armée, il y a des ordres. On va donc vérifier quoi? Si un chef a donné l'ordre d'aller tuer, même s'il n'est pas allé sur le terrain, il sera responsable. Il sera accusé, poursuivi des crimes, des faits constitutifs de crimes de guerre ou de génocide, parce qu'il a donné l'ordre. Il y a aussi une autre responsabilité, c'est que ce chef militaire n'a pas pris toutes les dispositions pour que ce crime-là ne soit pas commis. Je reprends. Il y a le chef qui donne l'ordre aux militaires, aux soldats d'aller tuer, d'aller commettre le génocide. Il est poursuivi. Il y a le chef dans la hiérarchie militaire, dans toute la hiérarchie militaire, dans toute la chaîne de commandement, qui n'a pas pris des mesures pour que cet acte-là ne soit pas posé. Les jurisprudences des tribunaux internationaux criminels, à partir de Nuremberg, tous ceux qui ont eu au TPI partout dans le monde, sont clairs là-dessus. Les conventions internationales sont claires là-dessus. La chaîne de commandement
sa responsabilité vient aussi du fait qu'elle n'a pas pris toutes les dispositions pour que ce crime ne soit pas commis. Le soldat est considéré, dans ce cas, comme le couteau. Ou alors, je vais prendre un exemple simple. Vous prenez un couteau pointu, tranchant, vous le remettez à votre enfant. Il est possible que l'enfant utilise mal ce couteau et poignarde quelqu'un. Il est aussi possible que cet enfant ne l'utilise pas. Mais parce qu'il a utilisé, vous serez responsable. Parce que vous ne devez pas donner, vous n'avez pas mis tout en œuvre pour que l'enfant ne puisse pas commettre cet acte. Les soldats camerounais qui se retrouvent donc en train de commettre cet acte, est-ce que toutes les garanties, est-ce que tout a été mis en œuvre pour que de tels actes ne soient pas commis? Est-ce que la chaîne de commandement a pris toutes les mesures nécessaires pour que cet acte ne soit pas commis? Regardez ce qui se passe. Dans le rapport, vous voyez bien qu'on parle du commandant Eyinga. On dit que lui-même, il devait être sur le terrain, il ne devait pas laisser, vous voyez, il ne devait pas laisser les militaires aller seuls. Il devait aller superviser lui-même sur le terrain. Donc, ils reconnaissent que le commandant Eyinga n'a pas mis tout en œuvre pour que de telles infractions ne soient pas commises. Pourtant, le commandant Eyinga n'a pas donné des instructions, d'après le rapport, qu'ils aillent commettre un tel acte. Donc, il y a ici la reconnaissance de la responsabilité du fait que, et du seul fait que, toutes les mesures n'ont pas été prises pour que l'infraction ne soit pas commise. Et là, on ne va pas s'arrêter au commandant Zé. On doit aller plus loin en interrogeant maintenant le bien fondé de cette guerre. Mais il s'agit de quoi? Est-ce qu'un militaire qu'on envoie commettre, aller faire une guerre, sans que cette guerre soit légitime et légale, sera le seul coupable des actes qu'il aura posés? Non. Je reprends. Un militaire qui est envoyé sur un front d'opération, sur un champ d'opération, sera-t-il le seul responsable s'il est avéré que ce pourquoi il a été envoyé est illégitime et illégal? Non. C'est là où intervient donc la responsabilité de la chaîne de commandement, la responsabilité de ceux qui décident de la guerre. Prenons le cas de cette guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Cette guerre, aucun Camerounais ne peut nous dire s'il s'agit d'une guerre ou bien s'il s'agit d'une opération de maintien de l'ordre. Aucun. S'il s'agit d'une guerre, quand on prend les dispositions de l'article 26 de la Constitution camerounaise, les questions relatives à l'organisation de la défense nationale sont du pouvoir du Parlement. Ça veut dire que si le Cameroun doit entrer en guerre, il faut une loi. Il faut que l'Assemblée prenne une résolution, une loi pour dire que le Cameroun est en guerre. Nous autorisons notre défense, notre force de défense à s'organiser pour faire la guerre. Parce que cette question relève du pouvoir du Parlement. D'autres diront que le président, compte tenu qu'il veille à la sécurité et à la sûreté intérieure,
de l'État. Oui, mais quand le président, dans le cadre de cette mission-là, quand il décide, pour des raisons de sécurité intérieure, de sécurité extérieure du pays, soit de déclarer la guerre, s'il veut le faire, en extrapolant, en élargissant cet article, en lui donnant une interprétation extensive, il faut bien qu'il pose un acte. Et le président agit dans une république avec des décrets, des arrêtés, avec ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Est-ce que le président de la République, dans le cas d'espèce, a pris un acte réglementaire pour dire que oui, là il s'agit d'une guerre? Non. Et s'il s'agit, comme on le voit dans cette analyse, dans ce rapport, qu'il s'agit d'une traque aux terroristes, donc ça renvoie aux opérations de maintien de l'ordre. Les opérations de maintien de l'ordre ont un régime. C'est que elles sont coordonnées par l'autorité administrative. Or là, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'autorité administrative qui agit, mais de l'armée, de la gendarmerie, même si elles interviennent en tant que force de l'ordre. Mais dans le cas d'espèce, il faut qu'on spécifie qui envoie les soldats au nord-ouest et quel est le cadre légal pour lequel ils vont au nord-ouest. Est-ce une opération de maintien de l'ordre? Dans ce cas, il y a obligation de respecter la démarche en matière de maintien, d'opération de maintien de l'ordre. Et en matière d'opération de maintien de l'ordre, attention, est-ce qu'il y a des missions de reconnaissance? Parce qu'en matière, au vu de la loi camerounaise, en matière de maintien de l'ordre, l'armée, les forces de l'ordre, premier ordre, deuxième, troisième ordre, agissent en légitime défense, utilisent les armes en légitime défense. Donc, quand l'armée est attaquée, pendant qu'ils sont en train de maintenir l'ordre, ils peuvent user de leurs armes, si les autres ont des armes. Mais, l'armée, dans le cas du maintien de l'ordre, qui n'est pas tout de suite dans une situation de légitime défense, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Donc, sur le plan de la forme, il faut bien qu'on définisse quel est le sens sur le plan légal, la forme sur le plan des lois et règlements de la République de cette guerre dans le Nozo. Sommes-nous en pleine guerre? Dans ce cas, il fallait une loi qui dise que nous sommes en guerre. Sommes-nous, ou alors un décret du président de la République, ou une déclaration du président de la République, soit dans le cadre de l'état d'urgence, soit dans le cadre de l'état d'exception, bref. Il fallait un instrument juridique qui puisse justifier ce pourquoi on envoie ces jeunes soldats aller faire la guerre. Mais en l'état actuel, nous n'avons pas ces précisions. Donc cette guerre-là est un fourre-tout. Si on parle de terroristes, alors si on parle de terrorisme, dans ce cas, dans des opérations de lutte contre le terrorisme, il s'agit des infractions. Il s'agit des infractions. Des infractions à la loi. Donc, les opérations en matière de terrorisme sont coordonnées par le commissaire du gouvernement, dans d'autres pays, par le procureur. Vous avez vu quand il y a des attentats en France, c'est le procureur de la République qui mène les enquêtes parce que c'est des infractions. Si on parle de terrorisme, pourquoi le gouvernement peut-il décider de faire une enquête administrative? C'est une infraction à la loi. Donc, c'est au procureur ou au commissaire du gouvernement
de diligenter ces enquêtes, de mener ce qu'il faut pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a un flou juridique dans cette guerre. Et le troisième point de ce flou, c'est au niveau de, comment je peux appeler ça? C'est au niveau de l'intention du gouvernement. Le gouvernement veut faire la guerre à qui? Aux terroristes? Nous en doutons. Parce que le gouvernement lui-même dit qu'il y a une crise identitaire dans le Nozo. Raison pour laquelle il y a eu un grand dialogue national. Il y a eu un grand dialogue national parce que c'est une question de crise identitaire. Donc c'est une guerre d'un peuple qui veut se libérer. Étant entendu que le peuple anglophone, donc les anglophones du Cameroun, ont été reconnus comme un peuple. Donc, nous sommes là dans un cas de droit international. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a décidé de s'autodéterminer, de disposer de lui-même. Est-ce que un peuple qui a décidé de s'autodéterminer, de disposer de lui-même, est-ce qu'il s'agit encore d'une opération classique de maintien de l'ordre? Est-ce que notre État, le gouvernement du Cameroun, a le droit de faire la guerre contre une partie du peuple ou d'un peuple qui décide de s'autodéterminer, de disposer de lui-même? Parce qu'il est considéré par l'Union africaine, il est considéré comme un peuple. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un véritable problème à ce niveau-là. S'il s'agit, comme il est le cas en ce moment, il s'agit d'une crise identitaire, alors là, le gouvernement ne peut pas décider de faire la guerre. Le gouvernement ne peut pas décider de se comporter comme si on était dans un champ de guerre, sans avoir utilisé tous les moyens de droit, sans avoir utilisé tout ce que le droit international prévoit, à savoir des négociations, la recherche de la paix. Est-ce que l'État du Cameroun a tout fait pour qu'il n'y ait pas ces enfants soldats, ces jeunes-là, qui aillent commettre les crimes en Garbou? Parce qu'il revient, il est de la responsabilité de l'État, dans un tel contexte, de ne pas envoyer faire la guerre, mais plutôt d'utiliser toutes les voies et tous les moyens pour arriver à un règlement amiable, parce qu'il s'agit d'une crise identitaire. Le gouvernement l'a dit à plusieurs fois, on parle d'ailleurs de la question anglophone. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il faut que le gouvernement ait eu à démontrer qu'il a négocié, il a discuté en vain avec les sécessionnistes. Mais ce qui n'a pas été fait, le grand dialogue national n'a jamais été une rencontre entre les belligérants anglophones et le gouvernement de la République. Or, il faut cette négociation-là pour légitimer et légaliser l'intervention militaire de l'État. Il n'y a jamais eu cette rencontre. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de médiation internationale ou nationale. Il n'y a jamais eu d'assises entre l'État du Cameroun et les belligérants. Or, il est
obligatoire. Il est de droit que le Cameroun et les belligérants, avant une déclaration de guerre, puissent aient d'abord eu préalablement à s'asseoir autour d'une table et décider sur la guerre ou alors sur la réconciliation. Voilà ce qu'il y avait lieu de faire. En prenant donc des militaires, tout simplement parce qu'ils sont sous nos ordres, en les envoyant faire une guerre qui, sur le plan légal et légitime, n'a pas son fondement, parce que nous devions d'abord user de tous les voies et moyens possibles prévus par le droit international, en termes de négociation, en termes même de la forme juridique de l'intervention de l'État. On les envoie maintenant dans une opération comme celle-là, une opération photo, ils commettent les actes. Et on veut nous faire croire qu'ils ne sont pas, que ceux qui ont envoyé ces enfants aller faire la guerre dans un tel contexte, dans un tel cadre, ne sont pas responsables de ce qui s'est passé en Gbagbo. Non, ils sont responsables. Ils sont bel et bien responsables. Donc ces enfants qui vont faire la guerre, une guerre qui n'obéit pas à la réglementation, qui n'obéit pas aux conditions fixées par le droit international, sont en train d'obéir à un ordre illégitime. Et qui a donné l'ordre illégitime? C'est le pouvoir politique. C'est lui qui a envoyé les enfants aller faire cette guerre. C'est pour ça que les questions de guerre passent d'abord et toujours, dans la plupart des pays, au niveau du Parlement, pour qu'on étudie. Les États-Unis avaient fait la même erreur dans la guerre du Vietnam, en envoyant des enfants aller mourir au Vietnam, alors que la question n'était jamais passée devant le Parlement américain. Alors il y a eu une levée de bouclier en disant non, vous n'allez pas laisser nos enfants mourir. Et c'est ce cri-là aujourd'hui. Ma défense pour ces enfants, c'est de dire, arrêtons de faire mourir nos enfants. C'est une guerre qu'on peut régler en nous asseyant autour d'une table. Les jeunes soldats qu'on envoie en Gbagbo, qu'on envoie dans le nord-ouest, ne sont pas entrés dans l'armée pour faire des guerres illégitimes, des guerres sans cadrage juridique. Ces enfants-là ne sont pas entrés dans l'armée pour être de la chair à canon. Ce n'est pas à eux de régler, ce n'est pas à l'armée de régler la guerre, la crise anglophone. Ce n'est pas à l'armée, les pouvoirs, les politiques, c'est de leur responsabilité de régler cette guerre, cette affaire. Les armes, ce n'est pas le moment des armes, parce qu'il y a encore une voie, la voie de la négociation. Elle n'a jamais été explorée. Il y a eu des tentatives en Suisse, dit-on, mais on ne l'a pas vu se matérialiser. On ne l'a pas vu se matérialiser. Donc, il revient aux politiques de régler cette guerre. Il ne revient pas aux militaires. Il ne revient pas à l'armée d'aller régler cette guerre. Il ne revient pas à nos jeunes soldats d'aller mourir pour cette guerre qui est illégitime. Et quand ils vont commettre de tels actes, on les condamne, on les traduit devant les tribunaux pour répondre des crimes de condamnation à mort et de vie, comme ceux de génocide et de crimes de guerre. Ces petits-enfants qui sont entrés dans l'armée, non pas pour mourir, pour faire des guerres, mais parce que c'est un emploi. On ne va pas dans l'armée pour faire la guerre. C'est très faux, je l'ai lu. Quelqu'un écrit qu'on va dans l'armée pour faire la guerre. Non. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Celui qui veut la paix, prépare la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous avez une armée forte. L'armée devient donc un instrument de dissuasion. Donc ces enfants-là ne viennent pas pour faire des guerres. Ces recrutements qui sont faits pour qu'ils aillent faire la guerre au nord-ouest, ce n'est pas leur travail. L'État doit tout mettre en œuvre pour régler cette affaire. Il y a une légitimité de la guerre contre Boko Haram parce que le Cameroun était attaqué et le président de la République a dit que nous sommes en guerre. Il a fait une déclaration.
Donc les militaires devraient donc aller combattre pour protéger le Cameroun. Mais dans le cas de la guerre anglophone, ces enfants qui vont tuer Ngabou ne sont pas les responsables. Parce qu'on les envoie, parce qu'on les utilise. On les instrumentalise pour faire une guerre qu'ils n'ont pas le droit de faire. Que les politiques prennent donc leurs responsabilités. Ce n'est pas aux militaires de régler les questions de crise identitaire. Cela revient aux politiques. Il est donc question pour la hiérarchie militaire de s'asseoir et de poser la question aux politiques. Pourquoi nous allons mourir dans le nozo? Pourquoi nous allons mourir dans le nozo? Est-ce que vous avez tout mis en œuvre pour que nous envoyions des enfants mourir? Ces jeunes soldats, arrachés à leur famille, arrachés à leurs femmes, laissant parfois des petites veuves, des jeunes veuves et des petits orphelins. Nous ne voulons pas ça. Comme ceux qui se sont levés aux États-Unis pour dire que la guerre de Vietnam est illégitime et illégale. Nous aussi, nous nous levons pour dire que la guerre du Nozo est illégale et illégitime. Allez régler cette affaire autour des tables. N'envoyez plus nos enfants mourir dans le Nozo. Ils deviennent des criminels de guerre malgré eux, des génocidaires malgré eux. Parce que nous sommes aussi dans un pays où il n'y a pas assez d'emplois. Et quand on trouve un petit emploi, on est prêt à tout. Aujourd'hui, tout le monde lave les mains. Ce sont les enfants, là, ils sont allés tuer. Et là même, ça me permet aussi de revenir sur la formation. Quelle est la formation qu'on donne aux soldats camerounais? La formation de la brutalité. Et c'est ce qu'on voit. Des actes comme ceux-là qui sont posés. C'est parce qu'il y a un problème dans la formation des soldats camerounais. L'école militaire camerounaise obéit encore au canon de l'école militaire coloniale qui avait pour but de mater. Il faut voir nos militaires se comporter. On leur apprend la violence. Tout le monde voit comment ils sont violents. Comment ils ont le rapport qu'ils ont à la vie des autres. Ils ne considèrent pas le civil comme quelqu'un qui a une vie. Ils brutalisent. Ce que vous appelez les bavures. Les bavures, elles sont constantes, elles sont permanentes. Parce que ces enfants-là, on les forme à la coloniale. On ne les forme pas à l'armée moderne. Certes, vous allez me dire qu'on leur fait des cours en matière de droits humains, de respect de la liberté. Mais ce n'est pas suffisant. C'est juste des cours. Mais la formation, parce que ceux qui ont formé ces enfants-là, aussi ont été formés à la coloniale. Donc c'est une succession de formations à la coloniale. Vous avez souvent suivi, quand ces enfants chantent, quand ils entrent en formation, ils commencent à chanter les grossièretés. Et on vous dit qu'on enlève l'esprit civil. Ils commencent à chanter les grossièretés. Ils commencent à être vulgaires. On doit revoir la formation de nos enfants. Un enfant bien élevé, qui a reçu une bonne éducation. Dès qu'il entre dans l'armée, on commence à lui faire dire n'importe quoi. Il commence à se comporter comme mais non. Nous devons donc revoir la formation de nos militaires. Quand ces enfants arrivent et qu'ils sont, après avoir, il y a eu peut-être un incident, les femmes sont mortes parce qu'il y a eu des échanges des coups de feu, ils sont morts. Mais quand ils se mettent à brûler les corps, parce qu'ils n'ont pas seulement brûlé les maisons, ils ont brûlé les corps. Ils ont brûlé les corps. C'était les corps qu'ils voulaient brûler. En brûlant les maisons, les corps ont calciné. Quand on voit déjà ce degré de méchanceté, ce degré de cruauté dans le cœur des enfants, l'armée, notre État, notre pays doit s'interroger. Nous devons nous interroger sur la formation que nous donnons à nos enfants. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils entrent dans l'armée? Ce sont nos enfants. Les enfants des militaires, les militaires sont des enfants, ils ont des pères, des mères, ils sont issus des familles. Et ces familles ne veulent pas avoir des monstres. Ces familles veulent avoir des enfants bien élevés, des militaires bien élevés, qui respectent le règlement militaire, qui défendent la patrie avec honneur et fidélité. Mais pas des monstres. Moi, quand je lis, quand vous lisez ce qu'ils ont fait, après avoir constaté que les enfants sont morts,
Et leur maman, ils ont pris certainement de l'essence, ils ont versé sur eux, ils ont mis le feu. C'est très grave. Ça veut dire que ces enfants n'ont plus de cœur. Ça veut dire qu'ils peuvent commettre d'autres actes abominables. Et pourquoi ont-ils peur quand ils ont déjà commis de telles infractions, quand ils ont constaté que les bébés sont morts, les enfants sont morts? Pourquoi ont-ils peur si c'était un simple accident? Pourquoi ont-ils peur? Ils auraient pu dire que oui, on a tiré, on ne savait pas qu'il y avait des enfants. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que ces enfants sont capables de donner la mort aux enfants. On a vu ceux qui ont tiré à l'extrême nord. Moi, je pleure quand je vois ces mamans, je vois ce petit garçon que la maman portait, cette petite fille bandée des yeux, qu'on a arrosé de balles. Je pleure, ça me fait mal. Mais en même temps, je regardais les militaires qui faisaient cela, j'avais mal aussi pour lui. Je voyais l'homme déshumanisé. Qu'est-ce qui se passe? Notre armée, elle est politisée. On peut assumer à cette armée les causes politiques. Nous avons suivi, j'ai suivi le chef, le porte-parole de l'armée. Il a fait des développements sur une vidéo qui passait sur Internet où il parlait de politique, il ne parlait pas d'armée. Pourquoi les politiques, vous voulez transformer notre armée en un instrument politique? C'est dangereux. Sortez notre armée de nos questions politiques. Laissez-nous régler les questions politiques entre nous. L'armée n'est pas là pour servir le politique. Sortons notre armée de nos batailles, de nos conflits politiques. Sortons notre armée de là. L'armée n'a pas fait ce genre de discours. Tout simplement parce que les civils, les politiques, vous avez le pouvoir. C'est vous qui les nommez. C'est vous qui décidez sur leur vie. Et chacun vient donc utiliser l'armée là pour que cette armée là serve sa cause politique. Non. Notre armée doit être au-dessus. Nous n'avons pas à mêler notre armée dans nos affaires, nos querelles politiques. Il y a une crise identitaire dans le nozo. C'est une affaire de politique. Asseyons-nous autour d'une table, réglons cette affaire. Ce n'est pas l'armée, comme j'entends certains intellectuels dire, oui, l'armée doit durcir, l'État doit durcir, l'armée doit tuer, l'armée doit... Ce n'est pas l'armée de régler cette affaire. C'est à nous. Et c'est quand nous aurons tout essayé, même s'il faut aller devant les juridictions internationales, c'est à ce moment-là qu'on dira, mais on a tout fait, ces gens-là sont de mauvaise foi, sur le plan international, nous avons raison, nous avons négocié, ils ont refusé, nous avons saisi les instances compétentes au niveau, qui peuvent faire de la médiation au niveau international, ils ont refusé, alors maintenant, pour maintenir l'intégrité du territoire, nous pouvons faire la guerre. Et là, quand le militaire va, il sait qu'il va protéger son pays. Mais là, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. On dit qu'il faut envoyer l'armée. L'armée va faire la guerre. L'armée va tuer. Ce sont nos enfants qu'on envoie. Et ils vont mourir. Beaucoup de familles ont perdu des enfants. J'ai reçu des messages des soldats. Dans mes activités pastorales, il y a des soldats qui m'appellent quand à une époque au début, quand on les envoyait là-bas au nord-ouest, c'était surtout les gendarmes, et qui me disaient, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi, parce que la semaine, mardi, ouais, il me disait mardi, lundi, mercredi, j'irai à Bamenda, je ne sais pas si je vais revenir. D'autres ont même perdu la vie. Et j'ai eu mal. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas régler cette affaire? Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir autour d'une table? Il s'agit de quoi? Ce qui se passe au Nozo ressemble à un holocauste. Pourquoi ce sacrifice? Alors que nous, les politiques, nous, les intellectuels, nous, la société civile, on peut s'asseoir et régler cette affaire. Négocier avec les sécessionnistes, ça ne veut pas dire qu'on va accepter ce qu'ils disent. Mais c'est pour légitimer ce que nous allons faire. Est-ce qu'on a utilisé tous les voies et moyens? Des familles sans deuil. Des familles de soldats, des militaires sans deuil. Parfois, ils ont des salaires. Quels salaires ils ont pour aller mourir?
Ces enfants sont contents de porter la tenue. Ils sont contents d'être militaires de leur pays. Mais qu'est-ce qu'on leur donne? Nous, les civils, nous de la société politique. On leur donne la mort. On n'est pas obligé de faire la guerre. Alors, je vais dire que les coupables, c'est nous. C'est nous la société politique. C'est nous les intellectuels. C'est nous la société civile. Des crimes d'un garbou. Parce qu'on est incapable de régler cette affaire, on la donne aux militaires qui deviennent des criminels de guerre, qui perdent leur vie. Ce n'est pas leur guerre. Soyons réalistes. Soyons humains. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Où allons-nous? Où allons-nous? Et on voit toute cette classe intellectuelle corrompue qui vient soutenir sans poser la véritable question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Des gens, on voit les enfants de Trouille qui vont à la guerre. Et vous, vos enfants y vont? Vos enfants perdent la vue là-bas? Quand vous décidez, quand vous défendez, vous êtes en train de promouvoir la guerre, vos enfants y vont? C'est les enfants des pauvres, ces petits soldats-là, qui font ces guerres. Pourquoi vous faites ça? Négocions. Quand il y a un rapport de force, on négocie, ce n'est pas une affaire d'orgueil. Ces sécessionnistes anglophones ont déjà démontré qu'ils ont une capacité de nuisance. Ils ont l'arme lourde, ils tirent. On ne va plus les traiter comme des petits bandits du quartier. Il n'y a pas de honte à aller s'asseoir avec eux. En Casamance, ils se sont assis. Cabinda et Angola et l'Angola se sont assis. Même le Soudan, ils se sont assis. Même si ça arrive à la sécession, je ne la souhaite pas. Parce que pour moi, sur le plan juridique, elle n'a pas un fondement. Et je le démontrerai aux anglophones. Le moment venu, si on s'assied autour d'une table. L'Érythrée et l'Éthiopie, il y a eu des assises. Le Front Polisario et le Maroc, il y a eu des assises. Partout, il y a sécession. Même en France, la Corse et le gouvernement français, les mouvements indépendantistes se sont assis. En Nouvelle-Calédonie, la France et les mouvements indépendantistes se sont assis. Quand les Bretons voulaient avoir leur État, ils voulaient se séparer de la France. Il y a eu des négociations avec des mouvements bretons. Il y a des négociations partout. Pourquoi refusons-nous d'avoir des échanges, une discussion en direct avec ces gens? Ils sont si redoutables. À ce point, je sais aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent cette guerre parce qu'on débloque beaucoup d'argent. Il y a une économie de guerre qui se développe. Elle n'est pas seulement chez les terroristes. Nous n'allons pas tuer nos enfants parce que vous voulez vous enrichir. Mettre l'argent dans vos poches et laisser nos enfants aller mourir là-bas. Beaucoup d'entre vous s'enrichissent. Beaucoup d'entre vous gagnent des marchés. Leurs proches gagnent des marchés. Sous prétexte de faire de livrer des vivres, de livrer je ne sais pas quoi, des armes, de livrer pour cette guerre. Parce que là, ça sort sans compter, sans contrôle. Parce que s'il n'y a pas la guerre, il n'y aura pas cet argent. Alors il faut laisser
Il faut laisser la guerre. Parce qu'on s'enrichit. Pourquoi nous devons nous taire et venir dans les radios et les télés, comme j'ai vu ce midi, voir ces intellectuels, ces personnes qui ont vendu leur âme au diable, venir défendre l'indéfendable. Nous n'allons pas vous laisser. Nous allons crier. Nous allons parler. Parce que nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Ces jeunes militaires qui meurent. Pensons à eux. Ce sont des innocents. Ces jeunes de Ngarboula là. Ils ont commis des actes abominables. Mais pour moi, ils ne sont pas responsables. Quand vous donnez le couteau à un enfant et qu'un enfant poignarde une personne, cet enfant-là, même s'il a commis là, il est irresponsable. Il est coupable, mais il n'est pas responsable. Le responsable, c'est vous, le parent. Je peux me dire que ces enfants sont le couteau. Le couteau qui tue. Est-ce qu'on condamne le couteau qui tue? Non, c'est celui qui utilise le couteau. C'est vous qui utilisez le couteau et vous condamnez maintenant le couteau. Non. Alors mes chers compatriotes, vous allez porter ce message aussi. Portez-le. Portez ce message. On a assez de voir des cercueils. Maintenant, on est obligé d'enterrer ces enfants en catimini. Vous voyez encore des cérémonies, on vient enterrer, où on expose les militaires, ou ces soldats, on ne voit plus. D'autres meurent de morts atroces, parce qu'ils sont entrés dans l'armée. Je dis que toute personne qui ne veut pas de négociation dans cette affaire est dans l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. C'est même de l'inhumanité. Quels intérêts avez-vous à ce point où il faut que les enfants meurent, les enfants soldats soient recrutés en masse pour aller mourir au nord-ouest, au sud-ouest? Quels intérêts occultes vous défendez? Et ce qui se passe lorsque les promoteurs de l'État gouvernant viennent à la télé, c'est pour protéger tout simplement ce pouvoir. Il faut le protéger. Il faut dire que c'est bien, ce sont les soldats qui ont tué, ils n'ont pas respecté les consignes. Quel respect de consignes? Qu'est-ce que l'État a fait pour qu'il n'y ait pas cette guerre? C'est l'État qui est responsable. Ce sont ces gouvernants-là qui sont responsables. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il n'y ait pas cette guerre? Monsieur le Premier ministre, Inoni Ephraim, je ne sais pas comment on l'appelle là, John Gouté, excusez-moi, le Premier ministre John Gouté, il va dans le nord-ouest, le sud-ouest, il fait un discours. Il dit que nous allons discuter de tout. Les populations sont contentes, tout le monde applaudit. Quelque temps après, un ministre de la République va dans une chaîne internationale. Il dit qu'on ne va pas parler on ne va pas négocier, on ne négocie pas les questions de la forme de l'État. Pour bloquer toute négociation. Et le Premier ministre est obligé de s'asseoir, de se mettre dans son côté. Et on lui demande maintenant d'aller diriger un dialogue national qui n'avait ni tête ni queue. Un dialogue national, on a eu des égoïstes aller s'asseoir, discuter, à être invités à ce grand dialogue national pour ne parler de rien. Ils étaient contents d'être logés dans les hôtels. D'autres ont pris des avions, sont arrivés là-bas alors qu'ils ne sont même pas concernés par la guerre. La guerre, c'est le gouvernement face aux belligérants, ceux qui ont des armes. Tout ce qui était à Yaoundé là-bas, c'était du cinéma, c'était du folklore. Vous avez utilisé l'argent du gouvernement pour rien. Le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons nos enfants soldats qui deviennent des criminels de guerre, des génocidaires. Et d'autres perdent leur vie. Nous avons des enfants qui meurent au nord-ouest. Des petits-enfants
Et là, je vais vous dire que quand les enfants meurent dans une république, faites très attention. Parce que l'âme d'un enfant, c'est la pureté. Je ne voudrais pas vous prêcher un évangile, mais je sais que dans toutes vos spiritualités, on protège les enfants. Et quand une nation voit ses enfants mourir, sacrifiés, à cause de la guerre entre adultes, qu'est-ce que ces enfants ont fait? Aussi, quand on lit ce rapport, il est dit dans le rapport dans ce rapport-là, il est dit qu'il y avait des enfants dans les maisons. Ils allaient vers les maisons. Oui. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les lieux des habitations. Ce n'est pas peut-être ce rapport. Il y a un autre rapport. On avait dit que dans une maison, ils étaient au milieu des habitations. Les militaires, les terroristes étaient au milieu des habitations. Quand les militaires les terroristes sont au milieu des habitations, qu'ils ont utilisé les populations comme bouclier humain, on ne tire pas. On ne tire pas. Quand on parle qu'est-ce qu'on dit souvent, l'expression collatérale là, des dégâts collatéraux. Quand on parle de dégâts collatéraux, c'est qu'on ne sait pas qu'il y a des civils. Mais quand on sait que c'est des habitations civiles et qu'à l'intérieur, les populations sont prises comme bouclier humain, on ne tire pas. On n'ouvre pas le feu. On prend des boucliers humains et on tire. Non, c'est très grave. Parce que le rapport disait, le premier rapport de l'armée, disait que ces terroristes étaient dans les maisons. Étaient dans les maisons. Ils vivent avec des populations. Et quand l'armée va tirer, elle se rend responsable de la mort des personnes. Alors, chers amis, chers compatriotes, allez porter ce message. Partagez cette vidéo. Si vous avez des responsables, partagez-les. Peut-être qu'en parlant, certains peuvent avoir un certain éveil de conscience et se dire que ce que nous sommes en train de faire, ou alors s'arrêter un peu. Je vous remercie.